Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission des Gilets jaunes qui prennent la parole. Suite au traitement médiatique qui a été réservé aux Gilets jaunes, UPR TV avait à cœur de les inviter pour qu'ils puissent prendre la parole librement. Je vous rappelle le concept de l'émission, nous n'interviendrons pas dans leurs échanges et nous n'invitons que les Gilets jaunes qui se proposent eux-mêmes, nous ne faisons pas de démarchage. Je vous propose tout de suite de passer à cette nouvelle émission. Je vous rappelle que les propos tenus n'engageront bien évidemment que leurs auteurs et ni l'UPR ni l'ensemble des Gilets jaunes. Excellente émission à tous. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous sommes à la 5e édition de débat entre Gilets jaunes. Nous sommes donc 5 Gilets jaunes pour débattre. Alors moi je suis Richie Thibault, j'ai 14 ans. Je suis un Gilet jaune depuis le 17 novembre et c'est moi qui vais animer ce débat. Donc je vais faire un tour de table pour vous présenter les 4 autres intervenants. En commençant par Florian No qui est âgé de 23 ans et qui est journaliste indépendant. Tu pourrais ajouter quelques mots pour te présenter ? Alors moi, effectivement, ouais, c'est Florian. Donc, j'ai créé le média indépendant Jeune TV News à la mi-décembre, suite à ce que je pense être de la désinformation de la part des médias mainstream et traditionnels, dont je ne vais pas citer forcément les noms. D'accord. On a aussi Yannick Kromanecker qui est présent. Donc, il est âgé de 32 ans et c'est un blogueur sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, depuis 2016, donc, où j'ai commencé à dénoncer le racket de l'État. Et après, j'ai continué et je me suis inspiré dans les Gilets jaunes. Très bien. On a aussi Adrien Dard qui a 41 ans et qui est consultant. Bonjour, donc moi je suis là principalement pour le RIC, parce qu'en m'informant sur nombreux sujets, que ce soit économique, que ce soit politique, géopolitique, etc., je me suis rendu compte que nos représentants œuvraient pour les intérêts qui étaient autres que ceux des Français. Donc je pense que le RIC pourrait nous amener une plus grande justice. Très bien. Donc on a aussi Anna Radionova, qui a 19 ans et qui est étudiante en SVT. Tu pourrais ajouter quelques mots pour te présenter ? Gilet jaune. Je suis gilet jaune. Très bien. Donc, dans cette 5e édition de débat entre Gilets jaunes, on va aborder 3 thématiques. Premièrement, on va faire le bilan des 4 mois de mobilisation en ce 17 mars. Et on va aussi débattre de ce qu'on pense de l'avenir du mouvement. Voilà. En deuxième thématique, on va aborder les violences policières et l'injustice. Et ensuite, on conclura par nos revendications et celles démocratiques aussi, comme le RIC. Donc, on va tout de suite commencer par rapport à faire un bilan de nos 4 mois de mobilisation. Là, je vais me tourner vers Yannick. Toi qui as suivi les mobilisations depuis le 17 novembre en direct, parce que tu t'es fait connaître comme ça. Donc, qu'est-ce que tu as observé ? Est-ce que tu as observé la mobilisation évoluer, etc. quoi. Elle a évolué dans le sens où, au début, on est resté pacifique. Donc, on a proposé nos revendications. Pendant tout ce temps-là, on ne s'est pas vraiment fait entendre. Et ce qui s'est passé donc samedi, il fallait s'y attendre. Parce qu'à un moment donné, il fallait bien qu'on fasse trembler un peu l'Élysée, Paris. Maintenant, il faudra voir par la suite comment ça va se passer. Mais je pense que on va pas encore se faire entendre. Vu les choses qu'ils vont mettre en place, ça va être des punitions, ça va être des choses plus sévères à notre rencontre. Bien sûr, d'ailleurs, je pense qu'on va l'aborder ensuite, justement, cette injustice. Et oui, donc c'était le 18e acte, hier, ce 16 mars. C'était donc l'ultimatum à M. Macron. Et on voit toujours qu'il est resté sourd, qui fait le sourd. Il nous a toujours pas apporté de réponse. Donc on se demande ce qu'il attend. Donc Adrien, toi, j'aimerais savoir ce que tu penses du pourquoi de la mobilisation. Mais pour moi, en fait, c'est ce constat, c'est que on a des élus qui ne représentent pas nos intérêts et donc qui représentent d'autres intérêts. Donc, on va parler des multinationales. Si on regarde d'un point de vue, par exemple, la santé avec les 11 vaccins, je ne pense pas que ça soit dans l'intérêt pour la santé de nos enfants, mais davantage pour les laboratoires pharmaceutiques. En regardant l'écologie, les lois qui sont passées, on a eu le glyphosate récemment. Je ne pense pas que ça soit dans l'intérêt des Français, mais plutôt dans l'intérêt de Monsanto, qui est maintenant Bayer. Quand on regarde sur le point de vue géopolitique, avec par exemple les guerres qui ont été menées en Syrie, etc., pour moi, elles sont tout à fait légitimes. Ce n'est pas du tout dans l'intérêt de la France d'aller mener ces combats à l'étranger. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait ? On crée du chaos pour aller
ensuite générer du terrorisme, etc. Donc dans tous ces domaines, économiques aussi, monétaires, on se rend compte qu'en fait on est trompé. Pour moi, ce sont des traîtres, parce qu'on les élue, on va les élire pour qu'ils nous servent, et puis ils servent d'autres intérêts. Bien sûr, et tout cela sous la pression des lobbyistes, que ce soit les lobbyistes nationaux et européens, qui font en soi les décisions que devraient faire nos politiques. Donc voilà, tu as très bien fait de l'aborder. Exactement, ouais. Donc peut-être que Florian, toi qui es journaliste indépendant, tu pourrais nous donner ton ressenti de ce que tu as vu sur le terrain? Alors de ce que j'ai vu sur le terrain, alors dans les premières semaines de mobilisation, moi j'ai été surtout donc sur des ronds-points au niveau de ma région, donc en Vendée, Pays de la Loire, etc. Donc j'ai vu quand même qu'il y avait une entraide qui s'était créée, les gens par exemple qui forcément certains ne manifestaient pas, allaient sur les ronds-points pour ramener de la nourriture, etc., ne serait-ce que des canapés et tout, Bien pour sûr. pouvoir s'installer. On a vu que justement la fraternité est revenue dans notre pays. Et moi je trouve personnellement que c'est admirable de voir ces concitoyens qu'aujourd'hui moi je trouve être mes camarades, être côte à côte, marcher ensemble. Et vraiment c'est exceptionnel. Hein. Oui, c'est ça en fait, c'est cette solidarité, cette fraternité qui est arrivée avec le mouvement qui fait, je pense, beaucoup de bien à beaucoup de monde. Il y a des gens qui étaient vraiment pas bien mentalement et pour qui ça va beaucoup mieux parce qu'ils ont trouvé du réconfort avec le Bien mouvement. sûr. Donc, Je fais une autre petite précision. On a des personnes en situation de handicap et des personnes aussi des minorités ethniques qui ont su rejoindre le mouvement et qui aujourd'hui ont toute leur place. Et pour revenir sur les personnes qui sont en situation de handicap, grâce au mouvement des Gilets jaunes, ils ont pu développer des groupes en s'appuyant sur le mouvement des Gilets jaunes. Et donc aujourd'hui, on partage leurs revendications car c'est aussi nos concitoyens et on veut qu'ils se fassent entendre. Voilà, donc peut-être que tu pourras ajouter quelque chose. par exemple, sur ce que tu dis par rapport aux personnes en situation de handicap, connaissant un petit peu Mathieu Chapard, donc il a créé une page, etc., pour mener des actions pour les personnes Oui, dans donc cette situation. La Et page, c'est Handicap Parlons Vrai. Handicap Parlons Vrai, et puis il y a la brigade mobile des handis valides, je crois aussi, qu'il Oui. a créé. Donc je trouve ça plutôt bien. En plus, c'est bien que justement on les laisse faire des choses par eux-mêmes, alors que d'habitude, quand il y a des associations pour le handicap et tout, c'est souvent des valides et tout qui les créent, qui connaissent pas forcément à la base tout. Bien sûr. Il Tout faut, ce qui faut peut, également... excuse-moi de te couper. Il faut également signaler, parce que avant que je l'oublie, que Mathieu Chapard, justement, hier était présent sur la manifestation de l'acte 18 et avec l'usage abusif de gaz, des gaz qui étaient très Hospitalisé. forts, il a été hospitalisé. Ouais. Donc il faut le signaler. Et je trouve qu'en France, actuellement, pays des droits de l'homme, c'est quelque chose que je trouve honteux. Donc maintenant, je vais me tourner... Si je peux ajouter quelque chose en Bien termes sûr. de l'espoir que ça donne, donc ça donne de l'espoir parmi les Français. Mais moi qui suis en contact avec beaucoup d'étrangers, c'est incroyable l'espoir qu'on génère à l'étranger. Moi, avec les Anglais, les Irlandais, les Suédois, les Américains, quand on regarde un petit peu tous les témoignages espagnols, etc., ils nous disent mais vraiment, mais c'est génial Les ce que vous faites. Argentins, Vous êtes Bien sûr. magnifiques, vous êtes Les les magnifiques, vous Argentins, créez de les l'espoir. Algériens. Vous créez un espoir énorme. Il dit nous, je suis déçu qu'en Angleterre, on n'ait pas le courage de le faire et tout, mais allez-y les Français, Et la vraie- vous nous avez inspirés pour la Révolution, allez-y, et puis après le reste suivra quoi. Et la vraie Europe, c'est celle-ci, l'Europe des peuples, comme disait Monsieur de Gaulle. Donc maintenant, je me retourne vers Anna, qui est étudiante, donc, et j'aimerais savoir ce que pensent les autres étudiants de cette mobilisation du mouvement des Gilets jaunes, et s'ils y participent. Enfin, personnellement, j'en ai vu certains, oui. Et donc, comment ça se passe? Bah, en tout cas, moi je suis sur Reims. Je suis à la faculté de sciences. C'est pas forcément la même chose que lettres, droit, sciences humaines, où c'est pas du tout la même ambiance. Mais en tout cas, pour ce qui est des sciences, j'ai l'impression que les gens n'en parlent pas beaucoup. J'ai l'impression d'en voir pas tant que ça, ce qui m'attriste un peu, qui me déçoit un petit peu. Mais sinon, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la fraternité, nous avons retrouvé la fraternité, il ne nous reste plus que la liberté et l'égalité à conquérir. Bien sûr. Et tu penses que parce que j'ai vu qu'il y a eu cela au mois de novembre, il y avait l'occupation de certains lycées contre justement la nouvelle réforme du bac, et aussi ça a commencé à se développer dans des universités. Oui. Donc est-ce que tu penses qu'un mouvement étudiant comme cela pourrait se mettre en place et se rallier par exemple au mouvement des grèves scolaires pour le climat le vendredi, et même à celui du mouvement des Gilets jaunes?
Je pense que ça pourrait, effectivement être le cas s'il y a, je pense que s'il y a un lycée qui lance un truc comme ça ou une fac. Je pense que s'il y en a qui sont suffisamment talentueux pour organiser une opération comme ça, je pense qu'ensuite il y aura un effet de contagion. S'il y a un truc comme ça qui se fait, ensuite je pense qu'il y aura une certaine contagion sur d'autres facultés. Après, moi je suis plus sur le campus des sciences et sur les campus lettres, sciences humaines, etc. Je connais très peu. Mais après, l'ambiance là-bas n'est pas du tout la même. Bien sûr. Donc moi, en général très impliqué dans les mouvements sociaux. Bien sûr. Et donc moi, justement, par rapport à cela, j'aimerais lancer un appel sur ce plateau qui s'adresse à tous les lycéens, à tous les étudiants, pour leur demander en effet de converger. Ne serait-ce qu'avec le mouvement des grèves scolaires pour le climat, le mouvement des Gilets jaunes, contre notamment la nouvelle réforme du bac, contre le dérèglement climatique. Non pas contre, par rapport à la lutte écologique, car la lutte écologique, je le signale, soit disant en passant, c'est une lutte économique, mais ne serait-ce que pour défendre leur avenir climatique, pour défendre aussi leur avenir social. C'est pour ça que j'appelle tous ces lycéens, tous étudiants, en dehors du contexte syndical, mis à part si les syndicats veulent aussi faire cet appel. Je l'appelle aujourd'hui, en ce 17 novembre, à venir, 17 novembre, mais 17 mars, à venir converger avec le mouvement des Gilets jaunes et les autres mouvements de contestation. Je pense que vous faites aussi cet appel. Et j'appelle notamment également monsieur Louis Boyard, si je ne me trompe pas dans son nom, qui est président du NL, le principal syndicat lycéen, à partager cet appel. Voilà. Un peu comme en Algérie, parce qu'il y a des manifestations complètement très massives d'étudiants. Là-bas, c'est contre le 5e mandat de Bouteflika et leurs problèmes internes, leurs problèmes intérieurs. Et ils sont très réactifs, ils s'adaptent très bien, très vite. Parce que par exemple, ils avaient posé des jours de grève un moment, et bien le ministère de l'Éducation, ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé une loi pour déplacer les vacances. Donc du coup, les étudiants, au lieu de faire grève, ils sont retournés bosser sur les nouvelles dates des vacances pour ne pas se faire avoir, entre guillemets. Bien sûr, mais ce qui est agréable à voir, et je t'interromps là-dessus, c'est que justement en Algérie, les étudiants et lycéens, les jeunes en soi, sont descendus et ont fait bouger la population. Parce que quand la contestation a commencé contre le 5e mandat de Bouteflika, il y avait de la population algérienne, une minorité de la population, on va dire, qui était présente dans les rues. Ensuite, ces jeunes-là sont mis à descendre dans les rues. Et qu'est-ce qu'a fait le reste de la population? Ils sont venus. Donc c'est pour ça que je fais l'appel vraiment aux jeunes Français comme moi, et encore un peu plus âgés, s'ils le souhaitent, à venir dans la rue. Dans les rues, c'est leur droit, les rues nous appartiennent. C'est surtout l'avenir des jeunes aussi. Bien sûr. Effectivement. C'est la suite. Donc voilà. Et je pense que ça passe par l'éducation avant tout, parce que pour sortir dans la rue, il faut vraiment que ça vienne des tripes. Notamment dans le contexte, ils savent très bien, vu comment on est traité par la police et vu la répression policière, il y a des risques, donc il faut vraiment que ça vienne de soi pour aller descendre dans la rue. C'est sûr. Et donc ça passe vraiment pour l'éducation, leur dire pourquoi ils ont vraiment intérêt à venir et pourquoi c'est dans leur moi, personnellement, l'intérêt, quoi. J'ai croisé d'autres jeunes comme moi qui m'ont dit qu'ils pensaient en soi que le mouvement des jeunes était un mouvement de casseurs. Donc c'est ce qu'il est stoppé, pardon. Bien sûr. Et cela, c'est dû à la désinformation des médias, justement. Justement, oui, par rapport à ça, c'est que je pense qu'en fait, les gens devraient essayer de confronter différentes sources, parce que c'est ce que les gens n'ont pas tendance à faire. Confronter différentes sources avec des journaux qui ont à la fois peut-être des opinions de droite, de gauche, etc., des journaux qui sont plus neutres, pour permettre aux gens de se forger leur propre idée, en fait, de la situation. Et d'ailleurs, il faudra aussi que tous ces journaux, tous ces organes d'information, plutôt actuellement des informations ou des personnes qui chanteraient les louanges de la République en marche, enfin de la République Emmanuel Macron du moins, ou encore qui seraient des néo-propagandistes, ces grands médias, ils devraient relire, à mon avis, la charte des journalistes, enfin l'éthique des journalistes, pardon. La plupart sont peut-être plus journalistes sur les plateaux, mais c'est de plus en plus, et c'est à la mode ces dernières années, des éditorialistes, pardon. Et c'est en train de devenir une éditocratie, c'est-à-dire qu'en fait, ils donnent leur avis, sachant que leur avis va souvent dans le sens du pouvoir en place. On peut le voir avec des gens comme Christophe Barbier, par exemple, Bien sûr. Paty, ou Tel Krief, exactement.
Donc maintenant, je Mais pense juste que... aussi, pardon, on a quand Vas-y. même 90% des médias qui appartiennent à des milliardaires en France. Ah, c'est clair, c'est Donc- contrôlé. Donc, à partir de là, de toute façon, ils vont donner un axe de pensée qui va dans leurs intérêts. S'ils achètent les journaux, c'est pour justement pouvoir faire cette propagande. Et ils perdent de l'argent sur les journaux. C'est la clairement. pression du grand capital, oui, Donc, des lobbyistes. c'est là où il faut vraiment se renseigner un petit peu, voir ce qu'il y a Bien sûr. derrière. Et... Il faudrait plus les diriger sur des médias indépendants. Hein. Bien sûr. Tu vois, c'est ça qu'on devrait faire passer le message. Mais c'est pour ça, Vraiment, d'ailleurs. Ouais, Thinker Se Review, canaliser par sur, exemple, ouais. ou d'autres. Hein, Voilà, aller sur... Tara News. Taranis News, Oui, donc, par exemple. ça c'est Gaspard Glantz qui travaille depuis des années. Bon, après certains ne seront pas forcément d'accord avec ses idées politiques, façon, mais en suis attendant, d'accord ça avec fait de nombreuses années qu'il essaye de montrer les abus du gouvernement ou même des députés, etc. en général, Bien sûr, mais et c'est qui pour ça que- essaye de montrer la situation à des lieux comme tu as pu voir peut-être ces reportages à Notre-Dame-des-Landes. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'appelle les gens à aller sur le Média pour tous, à aller, par exemple, aussi sur Hyper TV pour se former une conscience, à aller sur Jaune TV News, et toutes ces petites antennes qui permettent aux gens de s'éduquer politiquement, culturellement et historiquement même, je dirais. Ouais. Donc, Et de s'éveiller. bien sûr, Exact, ouais. de s'éveiller, voilà, c'est exactement le bon terme. Faut laisser BFM pour les foulards rouges. Hein. D'ailleurs, c'est une minorité comme Non, ça il leur faut fera perdre aussi beaucoup l'écouter d'audience. parce que Je pense que oui. malheureusement c'est dur, c'est difficile à écouter, mais tu as aussi une certaine Mais information qui. On pourrait s'en passer, hein, sincèrement. Oui, oui, bien Aujourd'hui, sûr. on pourrait s'en passer avec tous les réseaux qu'on a aujourd'hui. Si on serait encore Minitel, ok, mais là, aujourd'hui, on a tous les. Il faut l'écouter avec Peut-être que- l'esprit critique derrière. Bien sûr. Exact aussi, ouais. Voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra ajouter quelque chose, notamment Anna. Il faut continuer à écouter les médias propagandistes. Ne serait-ce que pour savoir à quelle sauce on va se faire manger, entre guillemets, quelles vont être, pour savoir, pour pouvoir répondre à des gens qui vont dire ouais, machin truc, par rapport à des gens qui ne s'informent que par ces médias-là, pour pouvoir justement leur répondre de la façon la plus appropriée possible. Et si on ne les écoute pas, on ne sait, on avance un petit peu à l'aveuglette. Et justement, c'est pour ça, il faut s'informer sur les médias qui font leur taf en fait, hein, qu'ils soient de droite, de gauche, de centre ou de je ne sais pas quoi, russes ou pas. Je pense notamment à Russia Today qui ont fait un travail mais juste énorme, et de continuer à regarder ces journaux de propagande, ces médias de propagande, et pour pouvoir répondre en fait, pour pouvoir d'autant mieux leur répondre. Bien sûr. Donc maintenant, on va aborder la deuxième thématique sur les violences policières et l'injustice. Donc, notamment, on a vu hier, durant l'acte 18, qu'un policier avait boxé des street medics et des gilets jaunes. Alors lui, pour le moment, on n'a eu aucune sanction. On va laisser le temps à la justice de réagir. Mais je pense que ça n'ira pas loin, comparé à M. Détinger, qui, lui, a tout de suite pris une lourde peine. Hein. Donc voilà, ça prouve et ça démontre l'injustice qu'il y a. Donc, et en même temps, il y a eu aussi Yannick qui est sur le plateau, qui a été le premier gilet jaune de France à être condamné. Ouais. Peut-être que tu voudrais faire une parenthèse là-dessus. Bravo. Ouais, bravo, ouais, c'est clair. J'aurais pu. Non, mais c'est vrai que j'étais énormément étonné, mais je pense qu'on a pris de moi d'un exemple. Hein. J'étais le premier gilet jaune, donc on m'a condamné à 4 mois prison ferme, emménageable. Donc là, j'ai reçu donc la décision il y a à peu près 2 semaines pour me dire que ça passera en travaux d'intérêt général. Donc on va dire, je m'en sors bien. Et quel était le délit ? C'est pour avoir fait une chaîne humaine donc, sur l'autoroute, c'était le 17 novembre, donc c'était prévu par tout ça en France. Alors que quand j'ai fait la chaîne humaine, c'était déjà bloqué sur des intersections. C'était bloqué en amont. C'est totalement déjà, juste donc, pour servir d'exemple, quoi. Voilà, exactement. Donc j'ai pris un peu cher. Alors Florian, je reviens vers toi qui es journaliste indépendant, qui a vu les scènes de violence qu'il y a eu. Si tu pourrais nous dire un peu les images que tu as perçues et vraiment l'usage abusif de la force, voilà. Alors justement, par rapport à l'usage abusif de la force, je pense qu'en fait, il ne concerne pas forcément tous les officiers de police, etc., de gendarmerie. C'est sans doute une minorité en réalité, mais qui malheureusement... font une mauvaise pub à tous leurs collègues en soi, parce que on ne retient que ça de la police, de la gendarmerie, etc. Après, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont formés au maintien de l'ordre, comme les gendarmes mobiles ou les CRS, donc les compagnies républicaines de sécurité. Mais de l'autre côté, vous avez des gens... on a créé récemment les détachements d'action rapide.
Donc c'est des gens qui ne sont pas du tout formés au maintien de l'ordre, c'est les BAC, donc qui sont habitués à intervenir sur des affaires de stupes, en banlieue peut-être, etc. Donc les brigades anticriminalité. Et de l'autre côté, vous avez la BRI, qui est la brigade de recherche et d'intervention, qui est l'anti-gang qui a été créé à la base pour contrer les plans de voleurs, de gangsters, etc. Notables comme Jacques Mérine, par exemple. Oui, donc en fait, à vrai dire, ils nous traiteraient un peu comme de hauts bandits. Non, mais alors il faut savoir qu'avec c'est vraiment ces organes de propagande, on est taxé de complotistes, d'imbéciles parfois. On nous prend pour des moins que rien. On nous prend pour des bandits, pour des casseurs, des voleurs. Et donc voilà, tu as bien fait de faire le parallèle. Donc maintenant, je vais aussi venir sur Anna qui voulait justement aborder cette injustice. Non, oui, peut-être cette injustice aussi, mais surtout, toi, tu voulais aborder l'abus de violence, quoi. L'abus de violence. Oui, effectivement. C'est quand même assez ahurissant puisque les GLI F4, les grenades en général qui sont utilisées, les flashballs et compagnie, j'ai cru comprendre que c'était catégorisé dans le droit français, dans le droit pénal français, comme étant des armes de guerre. Alors je suis allée essayer d'aller voir par moi-même, mais c'est extrêmement compliqué, c'est par catégorie que ça fonctionne, les armes. Et c'est très compliqué, c'est sur une ancienne classification, j'ai pas réussi à trouver d'équivalent avec une classification moderne, enfin c'est extrêmement compliqué de se renseigner là-dessus. C'est encore plus galère que d'aller chercher des informations sur les traités européens, quoi. C'est te dire. Donc, pour ce qui est des grenades lacrymogènes, il y a Hugues qui était déjà venu dans cette émission, qui viendra faire une petite explication sur les grenades. Les flashballs, on en a vu pas mal. Les LBD-40, oui. Oui, les LBD-40. Oui, parce que le flashball en soi n'est plus utilisé depuis n'est plus utilisé. Il est utilisé par exemple par des policiers municipaux, etc. Mais c'est en train d'être remplacé par le LBD-40. Oui. Le problème du LBD-40 en soi, c'est que donc, c'est une arme suisse, mais les munitions sont achetées à l'étranger. Donc il y a eu des munitions canadiennes à un moment. Je crois que maintenant, ils sont en train de revenir sur des munitions françaises qui ne sont pas adaptées aux lanceurs. Donc déjà, même le fabricant suisse le reconnaît qu'effectivement, la France n'achète pas ses munitions, donc achète des munitions qui ne sont pas adaptées. Et tu nous disais aussi, Florian, qu'il y avait eu déjà 529 signalements de violence, quoi. C'est ça, en fait. Il y a le journaliste David Dufresne, donc, qui, depuis le mouvement des Gilets jaunes, en fait, essaye de recueillir au maximum tout ce qui est vidéo, photo, etc. concernant les violences policières. Donc, en ce jour, il est à 529 signalements de violences policières. Donc, si vous voulez aller voir sur Twitter, pour ce compte Twitter, vous allez sur son compte @davduf et vous allez voir qu'il signale des choses qui vont du tir de LBD dans l'œil à un handicapé qui s'est fait gazer, des coups de tonfa, etc. Ça va dans tout type de violence policière. C'est quand même gravissime, le fait de voir cela en France aujourd'hui. Donc, et d'ailleurs, en plus, il faut d'ailleurs préciser que le gouvernement Macron veut accentuer, d'ailleurs, les Républicains, notamment, je crois que c'est eux qui ont proposé cette loi anti-casseurs, cette violence. Donc, peut-être que Yannick ou Adrien voulaient rebondir sur cela. Moi, je dis que s'il continue comme ça, on va, comme j'ai dit avant, on va terminer comme la Corée du Sud, c'est-à-dire... Corée du Nord, oui. Pardon, Corée du Nord, excuse-moi. Où on n'aura même plus le droit de revendiquer, de manifester, on nous coupera les réseaux sociaux, voilà, ça sera complètement une secte. Tout à fait. Et on est déjà bien parti, je pense. Ouais, je pense que le traitement qu'a reçu les Gilets jaunes, que ce soit de la part de la presse, de la part de la justice, de la part du gouvernement et de la police, c'est quand même assez incroyable. Ah oui. Quand on voit la censure qu'il y a, on a parlé des violences policières, quand on voit que le gouvernement, Macron, n'a même pas prononcé le mot gilet jaune. Donc en fait, il ne nous reconnaît même pas. Il n'y a pas eu un mot de compassion par rapport aux victimes. Il y a quand même 11 morts déjà. Dont une dame tuée. Dizaines de mutilés, dont une dame, Zineb, tuée avec l'action directe des forces de l'ordre. D'ailleurs, nous réclamons aussi encore et encore, on n'a pas eu de réponse, la justice pour Zineb ouais, et tant d'autres. Mais tout ce qu'il y a eu, il n'y a pas eu un mot en fait d'empathie, de reconnaissance. D'excuses. Moi, je pense, et j'en suis maintenant convaincu, qu'ils veulent créer de la violence. C'est des provocations chaque fois. Quand Castaner dit
il n'y a pas de violence policière, c'est une provocation. C'est exactement ça, Pour c'est tous qu'ils les veulent même jeunes pas qu'on qui sont utilise dans la ce rue et terme. qui ont vu des proches se faire mutiler, perdre un œil ou quoi, c'est une provocation. Bien sûr. Donc peut-être qu'Anna, tu voulais aussi rebondir là-dessus. Ça fait 4 mois que le gouvernement nous refuse la réponse politique et en même temps pousse dans une escalade de violence. Moi, j'appelle ça pousser à la guerre civile. Je crains que ce que veuille faire le gouvernement, c'est de pousser à peut-être même une guerre civile, j'espère que ça ne se passera pas ainsi, entre globalement les gilets jaunes et les forces de l'ordre, parce que tant qu'on se tire dans les pattes, on ne va pas aller chercher, comme il dirait l'autre. Alors, j'ai envie de préciser un truc très important. Selon la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de 1993, les gaz lacrymogènes sont autorisés pour un usage domestique, entre guillemets, en temps de paix, etc. Sont reconnus comme des neurotoxiques et donc sont interdits en temps de guerre. C'est-à-dire que sur le front contre Daesh, on n'a pas le droit d'utiliser ça. Bon, par contre, contre des gilets jaunes, c'est bon. Bien sûr. Et juste, je me permets de t'interrompre, parce que tu disais qu'en effet, le gouvernement Macron cherchait la violence. Et moi, je veux appuyer cela. En effet, quand on voit M. Griveaux et M. Castaner mépriser cette contestation, c'est vraiment qu'ils cherchent la violence. Après, il faut aussi se demander le fait du pourquoi cherche-t-il cette violence. Et peut-être que quelqu'un ici pourrait nous répondre à une petite idée de cela. Oui. Bah, je pense que de toute façon, c'est des stratégies, ça s'appelle la stratégie de l'attention. On crée des chocs pour pouvoir ensuite mettre quelque chose en place. Je pense qu'il est très tôt, on peut mettre des hypothèses, mais je pense qu'ils ont besoin de ce choc pour mettre quelque chose en place. Je pense que dans un an, on pourra savoir pourquoi ils ont voulu créer ce choc. C'est ça. Mais c'est certain, pour moi, il y a vraiment une volonté de créer de la violence. Souvent d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, les provocations, que ce soit de Macron ou de ses ministres ou autres, souvent c'est le vendredi. Donc c'est juste avant la manifestation. Il y a un petit mot, c'est le vendredi. C'est ça. C'est pas par hasard. Ouais. Le fait qu'hier, Macron était en train de skier et c'est en train d'être filmé C'est une véritable avec provocation. au ski, donc, qui est quand même un sport réservé plutôt aux riches, à siroter un verre de vin pendant qu'il y avait Paris qui brûlait. C'est aussi, je pense, une provocation. Et ça met aussi en lumière son incapacité à gérer les situations, puisqu'un président de tous les Français, je pense qu'il aurait dû au moins se trouver à l'Élysée un jour si important, plutôt que Au moins. C'est au totalement sport ça. d'hiver. Alors, Emmanuel Macron, j'avais vu passer ça dans Spoutnik. Il aurait déclaré apparemment « Ils me tueront peut-être d'une balle dans la tête, mais pas d'autre chose ». Et à un moment, comment est-ce que vous appelez ça? Moi, j'appelle ça pousser à la guerre civile. C'est un appel au meurtre de sa part. C'est un appel au meurtre. Mais en Venez fait, me je me chercher, demande... Ah, c'est ça, venez me Je me- chercher Comme déjà. le venait me Bien chercher sûr. dans l'affaire Benalla. Bien sûr. Je tout me à demande fait. si son but, c'est pas de se faire tuer, parce que ça ferait de lui un martyr, un peu comme les terroristes de Daesh, quoi. Oui, mais pour quelle raison à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils veulent réussir à mettre en Bah, place un martyr comme les terroristes de Daesh. Oui, mais Ça, pour c'est mettre difficile. pour On mettre en saura, place je pense, quel dans système, un c'est an, ça. Bien on sûr, saura, ouais. c'est très Pour difficile analyser les aujourd'hui. choses déjà un peu plus précisément. Donc, quoi. Exactement. Ouais. Mais dans cette autre partie donc, de la stratégie, cette stratégie d'attention, il y a aussi, je pense, et c'est manifeste, de monter les uns contre les autres, diviser, monter les uns contre les autres. Donc Macron, quand il va voir les agriculteurs, il leur dit mais regardez ce qu'on C'est est divisé cheminots. pour mieux régner. Exactement, regardez ce qu'on est cheminots. Quand il va voir les personnes âgées, il dit bah oui, il faut aider les jeunes. Et les minorités aussi. Il joue ça, il joue en fait essayer de monter les uns contre les autres chaque fois. Bien sûr, mais Ça me paraît assez il y avait évident, en fait. quand il y avait eu notamment l'histoire des chauffeurs de poids lourds qui allaient nous rejoindre dans le mouvement des Gilets jaunes, au tout début de la mobilisation, c'est là où on se demande, c'est là où on se demande si les syndicats sont réellement corrompus ou pas. Et moi, c'est vrai que quand je vois cela, je me dirais plutôt oui. Donc ces syndicats ont été reçus et le lendemain, la mobilisation a été annulée. Donc c'est là où on se posera des questions tout de même. Acheté, on peut dire. Tout à fait. Certains syndicats sont plus proches d'être des lobbies que des syndicats. Par exemple, la FNSEA, donc, qui est le syndicat majoritaire des agriculteurs en France, et qui a fait pression pour que les glyphosates soient encore utilisés. Et donc pendant 3 ans encore, il va y avoir l'utilisation de pesticides qui ne devraient pas être utilisés. Non, il a dit que ce ne serait pas possible l'interdiction en 2022. Donc Ils avaient dit mais en repousseront encore. 2022, c'était la parole du président, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de députés, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui ont fait une tribune dans Le Monde, des députés de La République En Marche, qui disaient on veut l'interdiction du glyphosate. Oui. Et ensuite, quand ils ont voté contre l'interdiction du glyphosate. Donc quand on leur a demandé de s'expliquer sur ça, ils ont dit non, on n'a pas besoin d'inscrire dans une loi, on a la parole du président, ça nous suffit.
Oui, c'est ça. Et pour que quelques semaines plus tard, le président dise ah ben non, finalement, ce sera pas possible en 2023. C'est rare les présidents qui tiennent parole. Enfin, ça valait mieux appliquer la loi. Après, de toute manière, et j'aimerais rebondir là-dessus, sur cela, il est important que je le souligne, et je le souligne de plus en plus. Monsieur Macron provoque énormément la population, et il agit par minorité, et ça on peut s'en apercevoir. Notamment, moi je suis issu de la communauté des gens du voyage, je suis un citoyen français itinérant, et il a fait quelque chose d'extrêmement grave pour provoquer une partie de la population. C'est que le 7 novembre dernier, 7 novembre 2017, il me semble, il a promulgué une loi, la loi Carle, qui vise à interner en quelque sorte, je vais utiliser ce terme, tous les gens du voyage, les personnes itinérantes dans des logements sociaux d'ici peu, quoi. Et pourtant, c'est des personnes qui, on va pas dire qu'ils vivent totalement aisément, mais qui s'en sortent bien. Ils n'auraient pas la nécessité d'aller dans des logements sociaux. Et après, M. Macron commence à diviser, oui, à attaquer la population par minorité. Il va bien voir qu'à un moment, ça va lui retomber dessus, parce que... Je reviens dessus justement par rapport à ça. Il avait promis qu'en 2017, il n'y aurait plus de sans-abri dans les rues. Et aujourd'hui, on constate qu'il y en a de plus en plus. Bien sûr. Ce que je trouve d'ailleurs, excuse-moi de te couper par rapport à ça, mais ce que je trouve marrant avec Emmanuel Macron, c'est que, c'est qu'il y a quelques semaines, en fait, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, en fait, il a commencé à baisser les aides pour les foyers d'hébergement d'urgence pour les personnes en situation qui sont, les personnes en situation précaire ou étant à la rue. Et quelques jours après, en fait, on voit 2-3 photos qui sortent par l'Élysée directement, où Macron est en train de participer à une maraude et d'offrir un petit sandwich à un SDF. La communication de M. Macron. C'est une communication et en même temps. Un photographe qui n'était pas censé se trouver là, alors une que photo volée. Quand on voit le nom du photographe, c'est l'un des photographes de l'Élysée. Bien sûr. Et bien en sûr. même temps. Je pense que plus personne n'y croit. Même les partisans de Public En Marche, je pense qu'ils ont vu que c'était un petit peu gros quand même. Même si certains sont bien bornés. J'ai affaire à eux régulièrement sur les réseaux sociaux. Je peux vous dire que quand ils ont envie de vous attaquer, ils vous attaquent, quoi. Et Bien ils sûr. se mettent en groupe sur Twitter, etc. On voit avec le hashtag Stop Gilets jaunes en ce C'est moment. des fascistes. Hein. C'est du fascisme. Fasciste, oui, dans un certain sens. C'est Oui. du Dans la néofascisme, pensée. mais c'est Donc, de toute façon, c'est le libéralisme extrême de Macron est Bien une sûr. forme de fascisme. J'aimerais souligner quelque chose qui est inscrit dans notre déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789 et qui est très important et qui permettra aux gens de réfléchir là-dessus. C'est inscrit dans l'article 12. Donc celui-ci dit que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force publique est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Et actuellement, on s'aperçoit, et d'ailleurs je pense que vous allez rebondir là-dessus, que c'est certains politiciens, notamment la République En Marche qui est actuellement au pouvoir, qui s'en servent pour réprimer le peuple et éviter de faire en sorte qu'il triomphe et qu'il mette en place un système démocratique. Donc là, actuellement, et moi, c'est mon propre opinion, vous allez me dire si vous me rejoignez, la force publique, ils s'en servent à leur avantage, à leur guise, quoi. Ils n'ont pas... Bien sûr, et parallèlement, ils applaudissent tous quand c'est le peuple vénézuélien qui se soulève, quand c'est les Algériens qui se soulèvent, ils C'est une applaudissent. contre-révolution au Venezuela. C'est bien que le peuple se soulève. Il appuie d'ailleurs un coup d'État au Venezuela, mais quand c'est dans son pays, c'est plus la même chose. Quand c'est dans son pays, c'est une foule haineuse, homophobe, antisémite, etc. etc. Bien sûr, alors peut-être que quelqu'un voudra ajouter quelque chose. C'est du complément du mépris depuis ces 4 mois. Donc, Les formes de mépris, toute forme de mépris est utilisée. Et justement, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au vendredi. Donc souvent le vendredi, on a le droit à des petits tacles. Et il y a 3 spécialistes actuellement. C'est Emmanuel Macron lui-même, Christophe Castaner et Benjamin Griveaux, qui sont les spécialistes. Monsieur Griveaux d'ailleurs qui a démissionné de sa fonction et qui s'est présenté à la mairie de Paris. Pour l'instant, il est encore en fonction, Benjamin Griveaux, mais normalement, effectivement, il devrait quitter son poste dans les prochaines semaines ou prochains mois pour préparer sa campagne, parce qu'il risque d'y avoir une primaire La République En Marche pour élire le candidat qu'ils auront pour la mairie de
Paris. Il y a aussi Mounir Majoubi qui est lui aussi au gouvernement, qui devrait quitter le gouvernement. C'est celui qui met des coups de casque, non? C'est ça? Mounir Majoubi, c'est celui qui est chargé Il y en avait un qui des avait nouveaux- agressé de tout ce qui est- un autre député avec un casque. Ah, à la je- République en Oui, Oui, marche. c'était dans, j'avais la... pas- j'avais pas c'est vu dans ça, le ouais. conseiller de M. Macron, oui. D'accord. Ouais. Donc Anna, tu voulais ajouter quelque chose, il me semble. Oui, je vais continuer avec mes traités. Selon le statut de Rome instaurant la Cour pénale internationale, à l'article 7, il y a une définition de ce qu'est un crime contre l'humanité. Quand on regarde le truc, ce que fait Macron, ce que commet Macron, Castaner et compagnie, c'est un crime contre l'humanité parce qu'ils infligent aux Gilets jaunes. Parce que je ne sais pas si on a le temps pour que je cite des 3 trucs. Bien sûr, oui. Il y a notamment l'emprisonnement ou toute forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. Notamment la liberté de circulation. Voilà. Persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique et plus loin, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour. D'autres actes inhumains de caractère analogue consistant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Et ensuite, ils définissent ce que c'est que l'attaque contre la population civile. Enfin, je veux dire, Macron et Castaner, ils sont en plein dedans. En effet, donc voilà. Et d'ailleurs, cela, c'est quelque chose que moi j'affirme, et on est nombreux à l'affirmer. Donc, c'est réellement un crime contre l'humanité qui est commis contre des êtres humains qui vont protester. Contre son propre peuple. Bien sûr. Flan, tu voudrais réagir par rapport à cela? Et pas que, parce qu'on parle beaucoup des manifestants blessés, mais je voulais dire qu'il y a justement dans les signalements de David Dufresne, on voit qu'il y a énormément de journalistes blessés. Et clairement, il y a très peu de pays où ça se passe, même des pays en guerre, on n'a pas ce traitement envers les journalistes, que ce soit des journalistes de grands médias ou quoi, qui ont été blessés. Je vois, moi, j'ai été plusieurs fois à Nantes, et il y a des journalistes de France 3 qui se sont fait récupérer l'intégralité de leur équipement de protection pour couvrir la manif. Moi, j'ai eu affaire la semaine dernière à un CRS qui, au début, ne voulait pas me laisser rentrer dans la manifestation avec mes équipements sous prétexte que je n'avais pas de carte de presse. Ce que, je le rappelle, n'est pas obligatoire en France pour exercer le métier de journaliste. D'ailleurs, peut-être que pour rappeler, il y a que cette violence, elle s'applique sur des citoyens qui veulent juste une démocratie plus directe. C'est pas comme si on veut juste plus de démocratie, une vraie démocratie. Il y a même des passants, des street medics aussi. Il y a des élus qu'on veut pouvoir avoir notre mot à dire sur les lois, sur normal. des gens qu'on paye donc, qui sont censés travailler pour nous, qui ne le font pas. C'est tout ce qu'on demande en fait. Notre revendication numéro 1, c'est le RIC. De toute manière, on va aborder cela dans la prochaine thématique, donc je pense que tout le monde a pris position contre ces violences policières. C'est comme les street medics qui se sont fait tabasser Bien sûr, hier. oui, non, mais Mais tout le monde... Même en Syrie, je suis sûr que même en Syrie, tu vois pas ça. Enfin, Il y a plus personne qui se fait respecter. Je veux dire, t'as les street medics qui se font taper sur la gueule, t'as la presse qui se fait taper sur la gueule, t'as les handicapés qui se font taper sur la gueule. Même les Donc députés. aujourd'hui, il y a Personnes plus âgées. personnes âgées. Ouais, T'as en vraiment, il effet, y a ouais. plus de limite. En fait, on castane sur ce qu'on veut. Non, mais c'est totalement ça. Et ce constat, il est alarmant. Après, on nous parle de régime dictatorial dans certains pays. À se demander si nous-mêmes en France, nous ne serions pas dans une dictature, en voyant de même qu'il y a plus de 13 points de notre constitution qui ne sont même plus respectés. Donc c'est vraiment un constat qui est très alarmant. Donc maintenant, j'en viens, parce que j'ai vu que vous avez commencé à l'évoquer, à nos revendications qui ont évolué depuis le 17 novembre, bien sûr, et bien évidemment, et parce que les citoyens ont pris conscience de certaines choses. Donc on a maintenant des revendications qui sont démocratiques, et celles-ci sont les principales, comme le référendum d'initiative citoyenne, aussi qui est plutôt débattu en ce moment et qui n'est pas réfléchi par tous les gilets jaunes, mais la sortie de l'Union européenne, donc le Frexit. Et on a aussi probablement une sortie de l'OTAN qui est demandée, parce qu'il faut préciser que l'OTAN notamment, et c'est quelque chose moi que je trouve alarmant, cette OTAN qui a été créée pendant le conflit, la guerre froide entre les Ricains, comme je les appelle, nos amis américains, et les soviétiques de l'URSS. Donc chacun avait son camp et ses alliances, et les États-Unis avaient créé notamment donc l'OTAN, qui réunissait tous les pays qui avaient reçu une somme d'emprunt des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis
suite à l'après-guerre, ils ont vite été opportunistes. Ils ont été dans les États qui avaient subi les conséquences de la guerre. Alors ils ont dit, nous on veut bien vous prêter de l'argent à condition que vous entriez dans cette OTAN, c'est-à-dire que vous nous léchiez les bottes, quoi. Il faut dire ça clairement comme ça, et que vous nous redeviez énormément d'argent. Et donc vraiment, c'était de la soumission. C'est un outil de domination de la part des États-Unis. C'était de la domination et de la soumission. Donc maintenant, on commence aussi à se réfléchir comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2019, la France n'est pas souveraine et qu'on est encore dans des organes comme cela. Et donc, avant d'aborder le sujet du référendum d'initiative citoyenne, j'aimerais faire un tour de table pour avoir votre opinion sur, premièrement, le Frexit et aussi potentiellement la sortie de l'OTAN. On va commencer par toi, Florian. Alors, sur le Frexit, on voit bien qu'il y a des gens qui sont totalement contre et totalement pour. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de gens qui sont modérés sur cette question-là. Je vois sur les commentaires Facebook, Twitter, etc., il y a du très pour et du très contre. Pour ce qui est du Frexit, les gens qui sont contre le Frexit prennent souvent l'argument de oui, mais c'est en train de se passer extrêmement mal en Angleterre. Et c'est surtout aussi... Ça se passe mal dans les journaux français en Angleterre. Mais... Bien sûr, mais il y a plusieurs arguments, mais il y a surtout le fait qu'aujourd'hui, cette Union européenne, excusez-moi, mais elle ne nous rapporte pas grand-chose, déjà sur un point de vue économique. Et sur un point de vue démocratique, elle permet la non-séparation des pouvoirs. Donc c'est quelque chose qui est alarmant. Donc perte de notre démocratie, perte de notre souveraineté, aucun apport financier. Donc c'est quelque chose d'alarmant. Donc voilà. La création monétaire aussi. Bien sûr. Donc voilà, peut-être que tu voulais ajouter quelque chose avant de donner la parole à Yannick. Sur l'Union européenne, je pense que il y a deux solutions actuellement. C'est effectivement soit le Frexit, soit que chaque pays arrive à faire entendre ses revendications, parce que chaque pays n'a pas forcément la même situation globale, et qu'on réussisse à faire changer les traités européens, ce qui me semble très compliqué. Justement, je comprends bien. Il faut l'accord de tous avec les intérêts divergents. C'est ça le problème aussi. Malheureusement, c'est impossible. Oui, parce que on se sert souvent de l'argument. Il y a des intérêts très particuliers dans l'Union européenne, ou le Luxembourg aussi. Les pro-européens se servent souvent de l'argument de dire oui, cette Europe, elle n'est pas parfaite, on peut la changer. Mais il ne faut pas oublier qu'on est à 28 pays, il me semble. Donc avoir l'accord de 28 pays qui ont une culture différente, qui ont une population différente, qui ont des intérêts différents, c'est par exemple, si on prend l'Allemagne et la Bulgarie, excusez-moi, mais il y a une grosse différence économique. Donc mettre d'accord ces pays, c'est quelque chose, mais je dirais même pas de compliqué, mais d'impossible. Puis c'est pas comme s'ils n'avaient pas le temps de le faire déjà. Donc voilà, c'est bien de nous promettre de dire on va vous créer une Europe écologique, sociale et tout ce que vous voulez. En fait, ça fait 20 ans qu'on entend ça et qu'on a toujours 60. pas. Donc, le Parti Socialiste, les Républicains, maintenant la République En Marche, ces trois partis, par exemple, le disent tout le temps, depuis toujours, même le Parti communiste, cette Europe, il faut la changer, mais il faut la garder, elle nous apporte tellement de choses. Donc voilà, c'est pour ça, moi d'ailleurs, je le dis bien, c'est mon opinion déjà, pour les Européennes, je vais pas trop me positionner, mais ça serait vraiment stupide de voter le Parti Socialiste, les Républicains ou encore la République En Marche, qui sont des partis qui ont toujours été au pouvoir. Les élus ont toujours navigué dans ces trois catégories et au final n'ont jamais rien apporté, ont aggravé la situation actuelle. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fais. Donc maintenant on va peut-être avoir l'opinion de Yannick. En fait le Frexit, désolé j'ai plus trop de voix mais bon, je me suis fait gazer la gueule. Après, je veux pas trop m'avancer sur ça, quoi. C'est quelque chose que, comme on vient d'en parler, ça sera, je pense, très compliqué à mettre en place. Moi, je suis plutôt vers un RIC, voilà. Revoir les privilèges, les taxes et tout Bien ça. sûr. D'ailleurs, justement, je fais juste une petite précision. Premièrement, ce RIC, il va être compliqué de l'avoir en étant dans l'Union européenne. Petite précision. Mais ensuite, ce qui est bien dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui, plutôt d'être humains, quoi, qui s'investissent dans le mouvement des Gilets jaunes et qui, justement, veulent se faire entendre. Et par cela, ont écouté des personnes, notamment M. Chouard, qui lui proposait règles depuis des années. M. Asselineau aussi, qui l'avait dans son programme, le référendum d'initiative populaire. Donc en écoutant ces gens, ils se sont dit... Oui, nous, on demande une baisse des taxes. On demande ceci, cela. Donc, on pourrait avoir tout cela en étant dans une démocratie. Et cela, c'est tout à fait juste. Donc, les gens ne se posent même pas la question de dire oui, moi, je veux sortir de l'Europe, je veux faire ci, je veux faire là. Non, je veux tout simplement le RIC, me faire entendre dans une démocratie. Tu as très bien fait de le signaler. Mais je remarque aussi qu'actuellement, on s'étale sur beaucoup de sujets.
On parle justement de l'écologie, de la pédocriminalité, enfin de pas mal de choses. Et je pense qu'il faudrait revenir donc à nos sources, sur nos revendications. C'est-à-dire, Le RIC, c'est la clé, c'est la pépite. Le RIC. C'est voilà, vrai que une moi, fois qu'on a ça, après on peut ouvrir toutes les portes. sûr. Après, voilà. Mais il faut vraiment revenir sur nos revendications. C'est Bien vraiment sûr. important. Et moi d'ailleurs, je pense que le RIC, il faudrait le désigner comme revendication principale. C'est ça. Bien sûr, il C'est faudrait ça. aussi avoir les revendications comme le Frexit qui nous permettraient de l'avoir. Mais donc ce RIC en revendication principale, car en ayant une vraie démocratie grâce au RIC et tant d'autres outils, on pourra obtenir des réponses sur toutes les autres Exactement. revendications. C'est pour ça que moi, souvent, je souligne l'intelligence du mouvement des Gilets jaunes. Alors, les anti-Gilets jaunes, ils rionnaient. Mais pour moi, le fait d'avoir concentré justement ces revendications sur le RIC, ça prouve une grande intelligence. Bien sûr. Ensuite, pour rebondir, l'OTAN, Frexit, etc. Moi, l'OTAN, clairement, pour moi, c'est le bras armé des États-Unis. Donc, on se souvient la promesse qui a été faite à Gorbatchev de ne pas dépasser la frontière de l'Allemagne pour les nouveaux pays qui rejoindraient l'OTAN. On voit ces dernières années, depuis, tous ceux qui rejoignent l'OTAN, ils sont à la frontière de la Russie. Donc, c'est un moyen, en fait, d'être asservi par les Américains et de les suivre dans leurs politiques qui sont criminelles. Maintenant, on le sait, chaque fois, changement de régime pour aller piller des ressources. Donc, ils l'ont fait en Irak, Libye, Syrie, là ils veulent faire au Venezuela. Et en fait, la dernière fois où j'étais vraiment fier d'une décision souveraine de la France, c'était le discours de Villepin en 2003, quand il avait décidé de ne pas aller en Irak. Et je suis triste de voir que depuis, on ne fait que suivre les États-Unis, qu'on a vite reconnu le Guaido, donc appuyer le coup d'État au Venezuela. Et je pense que ça serait urgent de sortir de l'OTAN. Après, pour le Frexit, également, en fait, on se rend compte que ce soit Macron, que ce soit Hollande, que ce soit Sarkozy, de toute façon, ils ont une feuille de route de Bruxelles. C'est pas eux qui décident, c'est des marionnettes. C'est sûr. La feuille de route de Bruxelles qui leur dit réforme des régions, qui leur dit prélèvement à la source, qui leur dit suppression de l'ISF, qui leur dit tout ça, ça vient de Bruxelles, tout ça. Bien Donc sûr. en fait, ces gens-là, nous, on les élit pas. Bah non. C'est les technocrates à Bruxelles qui décident en fait de la politique de la France. En application des traités européens, parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, et ça, ils ne disent pas que c'est Bruxelles qui a demandé la réforme des collèges, etc. Et donc, le seul moyen de retrouver notre souveraineté, parce que qu'est-ce que fait Macron? C'est quoi sa feuille de route en fait? C'est détruire le modèle social français. On dit Pour remplacer flexibilisation, par un parce que modèle européen, flexibilisation, c'est bien, flexibilisation du travail, etc. En fait, on casse tout. Donc comme ça fait de la main-d'œuvre qui est meilleur marché, etc., moins de sécurité. C'est très bien pour les multinationales qui envoient des lobbies à Bruxelles, mais pour les Français, c'est pas vraiment dans leur intérêt. Bien sûr. Donc, Anna, tu voudrais peut-être rajouter quelque chose là-dessus? Le Frexit, du coup, c'est vraiment ce qui me permettrait de mettre en place le RIC dans le sens où, même si on avait le RIC, en fait, on se rendrait compte à quel point on est bloqué, pieds et poings liés, par l'Union européenne, aussi bien par les décisions de la Commission que les technocrates, que les traités européens, qui sont une grande part aussi. Et donc, du coup, le Frexit arriverait, que ce soit avant ou après, il arriverait dans la foulée avec le RIC. Et moi, en fait, je me dis, pour les élections européennes, inscrivez-vous sur les listes électorales, déjà, parce que sinon, vous n'êtes même pas compté comme abstentionniste. Et surtout, en fait, le piège des élections européennes, c'est un scrutin à la proportionnelle intégrale à un seul tour. Donc, vote utile, c'est un truc qu'il faut oublier. De toute manière, la majorité des personnes qui sont inscrites sur les listes actuellement aux européennes, ce sont des soutiens de la République En Marche, des Républicains et du Parti Socialiste. C'est des personnes qui ont toujours soutenu, qui ont été dans ces boîtes. C'est vraiment des boîtes commerciales, des machines à sous. Qu'on voit Raffarin. Voilà. Donc, tous leurs partisans à eux, leurs petits toutous, on va dire, sont inscrits. Et donc, ils les suivent. Le Parti Socialiste qui n'a de socialiste que le nom. Effectivement. Mais en fait, le truc, c'est que s'il y a moins de 5%, si une liste obtient moins de 5%, elle n'a aucun député. Et alors, si. Au niveau européen, si. Au niveau européen, non, c'est 5%, il me semblait. Moi, je pense que dès les 3%, on peut avoir des... Non, 3%, c'est les remboursements des frais de campagne. Et 5%, c'est les députés. On peut avoir des élus.
Non, 3% c'est les frais de campagne. Non, Ça, non, c'est des- député, non, je non. crois. En 3%, on a les frais de campagne qui sont remboursés et on peut aussi avoir des élus. Bon, après, c'est peut-être moi qui Non. me suis Moi, je trompée, trouve, en mais... tout- Non, c'est cas, dès les c'est- 5% qu'on a des élus. Mais en fait, en dessous d'un certain seuil, on n'a pas de député pour éviter les petits partis, justement. Mais à partir de, je croyais que c'était 5%, on a directement 3 députés. Donc, alors le Parlement européen n'a certes aucun pouvoir, mais ce serait justement l'occasion d'y porter une liste qui porte le RIC et le Frexit, comme d'une tribune, un peu comme à la façon de Nigel Farage, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître, c'est comme ça qu'il a réussi à imposer à David Cameron d'organiser le référendum sur le Brexit dont on connaît l'issue. Bien sûr. Donc ça sera mon message. Voilà, bon, c'est vrai que dès qu'on aborde la question des européennes, on est un peu... Moi, je suis nul en chiffres, donc. C'est vrai, voilà, on n'est pas des fervents mathématiciens. Et ce qui Bon. est amusant, par contre, c'est de voir le clip de campagne de Macron pour les européennes. En gros, c'est si vous n'êtes pas bien, donc c'est la guerre. En gros, c'est ça. Il y a déjà la guerre, hein, remarque. Votez bien. Mais en fait, il y a c'est eu ça une là où il y a un parodie. problème. C'est comme si votre femme, la seule raison pour laquelle elle reste à vos côtés, c'est parce qu'elle a peur de se faire tabasser si elle vous quitte. C'est un petit peu ça, en fait, l'argument des européistes. C'est si vous partez, c'est le chaos. C'est vrai. Plutôt qu'avoir un message positif, de dire on va créer une Europe écologique, etc., et puis vous allez en bénéficier. Non, si vous partez, c'est le chaos. C'est vraiment ça. Et le clip de campagne, c'est aberrant. Bien sûr. Les images sont tellement fortes, on voit des images de guerre, etc. Mais Ah, c'est un truc de malade. Hein. les gens, quand ils voient, je pense qu'ils ont dû bien rigoler quand même, quand ils ont vu les images hier à Paris, Ils ont les ri Champs-Élysées jaune, en hein. feu. Parallèlement, je pense pas qu'ils ont envie de suivre Macron dans ses choix, les autres pays européens, quand ils voient ces images. Bien sûr. Je pense. Hein. Donc, moi maintenant, on a tous compris qu'on a une revendication principale, donc le référendum d'initiative citoyenne, avec les revendications secondaires, enfin non pas secondaires, mais les revendications qui permettraient de le mettre en place. Maintenant, moi, ce que j'aimerais faire, c'est qu'en faisant une tour de table, on donne chacun 2 revendications secondaires qui ont peut-être été citées, mais qui ne sont pas totalement entendues. Alors moi, je vais commencer, c'est en réclamant l'arrêt des ventes de notre patrimoine immobilier. Donc, c'est-à-dire qu'on a en France 66 milliards d'euros de patrimoine historique et immobilier, 55 milliards d'euros de réserves d'or, enfin, ils ont dû encore en vendre un peu aux ricains. Donc ça, c'est quand même une richesse qui a été créée par le peuple français, par nos aïeux. Aujourd'hui, il est en train d'être dilapidé par la Macronie, depuis les Sarkozy, c'était peut-être même avant. Voilà. Par des Sarkozy a traités vendu depuis l'or Sarkozy. à un prix très bas. Donc voilà, on voit des châteaux, Américains. Aux des Américains, bâtiments on les qui avait pourraient- déportés là-bas. on voit des bâtiments qui pourraient être encore utilisés et qui sont vendus pour aucune raison. Donc voilà, c'est quelque chose qui est alarmant. Juste pour renflouer les caisses et rembourser une certaine dette. Donc c'est une incompréhension. Et donc justement, moi, ma deuxième revendication secondaire, Trahison. dont on ne parle pas beaucoup, ça serait l'effacement de cette soi-disant dette de 2000 milliards ou un peu plus, il me semble. 2300 Qui- milliards. Voilà, 2300 milliards, dette qui est en fait complètement illogique, car les citoyens français, grâce à leur compte bancaire, donnent des intérêts aux banques. Ces banques privées, grâce à cet argent-là, donc l'argent des citoyens, prêtent à l'État. Ensuite, l'État rembourse avec son argent l'argent aux banques. Et après, nous-mêmes, on doit payer des impôts pour rembourser la dette. Donc c'est totalement l'illogisme. D'ailleurs, je ne sais pas si les personnes qui vont regarder ça, enfin qui vont m'écouter, ont suivi cela, mais c'est la preuve que c'est illogique. En fait, on paye, on doit rembourser notre argent. C'est Alors, gravissime. Alors oui, mais le problème de l'effacement de la dette s'appelle faire défaut, donc c'est ce que tu préconises, de faire défaut. Le problème, c'est quand tu fais défaut, si jamais ton voisin t'a prêté 10 000 euros et puis que tu lui dis, bah non, finalement, je ne vais pas te les rembourser, il ne faut pas aller frapper à sa porte une semaine plus tard en disant, est-ce que tu peux me prêter 5 000 Et euros. ensuite, nous créerons une banque nationale. Donc, souveraine, donc, il faut quand donc même raqueter ensuite, l'Union le européenne. problème, c'est quand tu fais défaut, il ne faut pas avoir besoin ensuite de financement extérieur. Bien sûr, Après, mais c'est de la très bien. gestion. Et malheureusement, la France aujourd'hui a la balance des paiements qui est négative, ce qui n'est pas le cas d'autres pays, mais la France là. Donc Oui. je veux dire que c'est pas si facile. Mais la France, Je suis je d'accord que comprends bien, depuis mais- 1973, c'est une injustice au niveau de la création monétaire, etc. Et la dette qui était privée, avant c'était la Banque centrale, donc la Banque de France qui prêtait au gouvernement sans intérêt. C'est un problème, mais c'est pas si facile. Mais je le comprends et c'est très bien de le souligner. Donc oui, pourquoi pas, il faudrait la création d'une banque souveraine donc, de l'État. Et donc on va peut-être continuer. Avant, Yannick, tu voudrais faire une petite précision. Ah bah non, vas-y. Donc on continue par Florian. Sur 2 revendications, du coup. Alors, Secondaire, quoi. Ouais. secondaire, je dirais que c'est une revendication secondaire, mais elle est très importante quand même. C'est de pouvoir, que toute personne
soit non pas taxé sur là en ce moment les taxations fonctionnent sur des pourcentages selon ce que les personnes gagnent, etc. Que tout le monde soit taxé au même niveau en fait. Alors c'est compliqué à faire, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui gagne énormément devrait être taxé, devrait être taxé selon ce qu'elle gagne. Une personne qui gagne pas beaucoup devrait être taxée à ce serait un impôt proportionnel en fait. Parce que justement, moi j'aimerais faire juste un parallèle, et d'ailleurs je pense que ça allait être évoqué, sur l'ISF, l'impôt sur la fortune. Beaucoup de citoyens réclament cet impôt sur la fortune. Moi-même, je le réclame, mais en tant que symbole. Je ne le réclame pas comme revendication, mais comme symbole, parce que ça permettrait de voir qu'on a obtenu quelque chose. Mais je vous explique pourquoi pas comme revendication, car on gagnerait énormément plus en mettant un impôt proportionnel et une taxation proportionnelle. Là, ça nous permettrait de gagner des centaines de fois plus que l'impôt sur la fortune qui rapporte pas énormément. Mais symboliquement, il est tout de même important de l'avoir, quoi. C'est ça, parce qu'actuellement, on a des tranches d'impôts qui sont tellement variables que, désolé, mais on ne peut pas taxer autant une personne qui touche 800... Les paliers. Les petits commerces, par exemple. Après, tu as raison de parler de symbole. Très mal fait. Tu as raison de parler de symbole, parce que c'est un symbole. Après, il ne faut pas se tromper de combat, il ne faut pas se tromper d'ennemis non plus. Je pense que quand on regarde un peu le montant, le budget, etc., c'est symbolique. Mais il y a d'autres aberrations qui sont bien plus grosses que celle-là. Par exemple, l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, vraiment s'attaquer à l'évasion fiscale, ça rapporterait énormément plus. Le CICE aussi. Et ce genre de choses. Mais c'est pour ça que je n'ai pas dit que je le réclamais moi comme revendication, mais plutôt comme symbole, parce qu'on l'entend partout. Je comprends. Peut-être que Florian, juste, tu pourrais donner ta revendication. Sur l'ISF, juste, je pense qu'en fait, c'est que les gens ont été persuadés pendant longtemps que ça rapportait énormément, alors que oui, ça rapporte plusieurs milliards, mais 4 milliards, je crois. Mais c'est rien du tout. Je crois que c'est 4 milliards. En réalité, c'est rien du tout. Après, il y a certaines personnes qui gagnent très bien leur vie, qui ne sont pas contre un retour de l'ISF, contrairement à ce que certains ou du moins pas contre à participer. À participer. En fait, chacun devrait participer à la hauteur de ce qu'il peut. C'est-à-dire que, oui, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, que quelqu'un qui gagne 1 200 € et quelqu'un qui gagne 2 500 € soient dans la même échelle de taxation, je ne trouve pas forcément ça très logique. Je pense que vraiment tout devrait être proportionnel et ça serait beaucoup mieux. Donc peut-être que tu as une autre revendication ou on passe directement à Yannick ? Si oui, en autre revendication, ben là ça va être concernant les violences policières, etc. Ça serait en fait de complètement revoir le système de maintien de l'ordre en France, qui est vraiment problématique actuellement. Faudrait s'inspirer d'autres pays où le maintien de l'ordre fonctionne plutôt bien dans des manifestations. Vous avez l'exemple de l'Allemagne. Est-ce que tu ne crois pas que c'est plutôt les ordres le problème ? C'est pas tant, je pense que les Français sont très bien formés en fait. Les effectifs sont formés, je pense que c'est les ordres qui leur sont donnés, les ordres qui leur sont donnés. Je pense que c'est vraiment ça le problème. D'autres non. Ouais. Justement, c'est ce que d'autres qui ne sont pas censés intervenir. Mais je pense que c'est en haut que ça se passe et je pense que vraiment les ordres qui sont donnés aux forces de l'ordre contre les gilets jaunes sont... Parce qu'en France, c'est les premiers à être bien formés en tant que... Bien sûr, donc on a compris aussi, c'était donc ta deuxième revendication secondaire, si je puis dire cela comme ça, c'est de revoir le maintien de l'ordre. Donc maintenant Yannick. Écoute, après il y en a plein, mais... Non mais je comprends bien, mais justement... C'est vrai que la première chose, ça serait de revoir tout le pouvoir d'achat, ça c'est clair. Deux, ensuite là, justement, la dette qu'on a actuellement, comme dit, en France il y a de l'argent. Il faut savoir juste aller le choper là où il faut. Et il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'argent, il y a de l'argent, c'est sûr. Bien sûr. Tu regardes Google, Amazon, qui sont... posés ici sur notre territoire, qui ne payent pas l'ISF, ne payent pas de taxes ni d'impôts et tout ça. Mais d'ailleurs, juste si je me permets de faire un petit parallèle avant de te redonner la parole, ce qui est complètement stupide, c'est que La République En Marche avait, il me semble que La République En Marche avait proposé une taxe sur les GAFA, mais c'est quand même dérisoire et c'est excusez-moi, mais se foutre des gens, quoi. Parce qu'ils proposent, déjà 500 millions, peut-être c'est ridicule, mais ça serait 5% du chiffre d'affaires de ces GAFA. Sachant que des auto-entrepreneurs sont taxés à pratiquement 50%, la moitié de leur salaire. Exactement. Donc, même de simples commerçants. Quelle égalité. Mes parents sont restaurateurs et je peux te dire qu'ils
croule sous les taxes actuellement. Moi, je me souviens, j'étais auto-entrepreneur dans l'animation. Écoute, au bout d'un an, j'ai carrément arrêté. Quand j'ai vu tout ce qui me taxait, franchement, c'était un peu... Bien Et sûr. voilà, je pense qu'il y a de l'argent, il faut aller le chercher là où il faut et c'est tout. Voilà, mais en tout cas, oui, c'est très bien de le souligner. Et maintenant, peut-être Adrien aussi. Ouais, donc là, vraiment numéro 1, c'est le RIC, c'est la pépite pour moi, c'est le plus important. Et après, je pense que la souveraineté monétaire serait important. Aujourd'hui, il y a une banque centrale européenne et rester dans l'euro, pour moi, c'est une aberration. En fait, une monnaie commune, ça marche que si on a vraiment envie de vivre ensemble. Les Italiens du Nord acceptent en fait de subventionner l'Italie du Sud parce qu'ils se reconnaissent sous le drapeau italien. La même chose pour les États-Unis qui ont différents États et puis les plus riches subventionnent les plus pauvres. Aujourd'hui, je ne pense pas que les Allemands, en fait, pour que ça fonctionne, il faudrait un transfert en fait de richesse des pays riches comme l'Allemagne par exemple vers des pays plus pauvres comme la Grèce. Une solidarité C'est pas nationale. possible. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui ne correspondent pas en fait aux besoins. C'est très bien pour l'Allemagne, c'est beaucoup moins bien pour la France, pour l'Italie, etc. Et je pense que la souveraineté monétaire, ça serait très important de pouvoir contrôler la création monétaire et puis la valeur de notre monnaie. Ça serait une autre indication. Et oui, sortir dans l'OTAN, je pense que aussi retrouver une souveraineté militaire, ça serait important aussi. Et juste un petit truc, je sais pas si c'est vrai, mais le peuple pourrait même également créer sa propre monnaie. Hein. Bien sûr, enfin, retourner à C'est sa ce qu'est propre le monnaie. franc. C'est ce qu'est le franc à la base. Oui, voilà. Donc maintenant, peut-être Anna, tu voudrais revenir Bah, sur deux à autres part le revendications. RIC, le Frexit, UE, euro, OTAN. Mais après, je pense qu'il y en a tellement que ça serait Peut-être compliqué. qu'il y a quelque de chose les qui tient à hiérarchiser. cœur par rapport à ton âge. Enfin, moi, je suis aussi jeune. Mais je veux dire, par rapport T'es au plus fait jeune que que t'es... moi, quoi. Oui, non, mais par rapport au fait que t'es étudiante. Bah non, pas spécialement. Après, ça serait plutôt un truc que je trouve assez beau symboliquement parlant. C'est que la Révolution française, en fait, au départ, c'était parti de l'égalité devant l'impôt. Et là, Enfin, la Révolution aujourd'hui- française, il faut souligner que, d'ailleurs, comme le mouvement des Gilets jaunes, elle a été voulue par ce qu'on appelle les sectes franc-maçonnes. Et ce qui est formidable à voir, c'est qu'on a quand même réussi, enfin formidable au sens propre du terme, non pas au sens macronien, c'est qu'on a réussi, comme en 1789, à faire des contre-révolutions, et notamment dans le mouvement des Gilets jaunes. Cette démarche, enfin ce mouvement de contestation, il était voulu par d'autres politiciens, et nous, on a réussi à le contourner, quoi. Mais c'est ça. C'est un peu comme ma mère pensait au départ enfin une personne qui me proche pensait au départ que c'était une N+1e révolution de couleur. Ce qui aurait pu être, Jaune, peut-être, c'est une couleur, peut-être. Mais si c'était peut-être le but au départ, ils en ont tellement perdu le contrôle dès le début ou presque que c'est comme s'ils voulaient faire un brûlage contrôlé de tel truc et en fait c'est parti en un incendie mondial là, parce que le monde entier est en train de regarder la France, le monde entier est en train de nous prendre pour modèle comme ça s'est déjà passé dans notre histoire. Bien sûr, et ce qui est bien à voir, et moi j'aime le souligner, il faut le souligner, c'est que notre peuple, les êtres humains que nous sommes, en tant que gilets jaunes actuellement, on a une conscience et on a une réflexion qui pourrait nous permettre de changer tellement de choses. Et la preuve étant juste en citant deux choses, on pourrait faire évoluer notre pays, mais c'est incroyable. Et juste, je précise également que c'est loin d'être utopiste que de dire ce que nous avons dit. Ce n'est pas parce que les Français ont des tas de choses à dire qu'ils sont utopistes. Donc voilà, je me permets de le souligner parce que certaines personnes viendraient à dire « Ouais, mais vous êtes des malades, vous avez des dizaines de revendications. » Donc voilà, non, c'est simplement qu'on est au contraire éveillé, qu'on est juste, quoi. Exactement. Donc, dis-moi, Anna. C'était juste par rapport à un truc, je sais que le temps avance, mais c'est juste, c'est une action, une idée d'action. Je ne sais pas si, en général, les gens, ils sont plutôt pour quand je leur en parle, mais en fait, il y a plein d'artistes qui ont soutenu les Gilets jaunes. Hein. Je pense notamment à Bigard, à Patrick Sébastien, Gérard Darmon, pas Darmanin, Labajon, Haroun, Anthony Joubert, Ardisson et compagnie. Et je me dis, il y a tous les médias qui disent « Ouais, machin, le mouvement est en baisse. Si on n'y met pas le haut là, dans 4 semaines, ils vont nous sortir des chiffres négatifs. » Et donc, du coup, je me disais, et si on organisait une action au Stade de France ? Par exemple, au Stade de France, parce que comme ça, le Stade de France, il y a plus de 80 000 places. Et comme ça, on blinde le Stade de France et ils pourront rien dire. Ils pourront rien dire. Mais ensuite, j'ai vu un autre avantage. C'est que on pourra enfin... En fait,
s'il y a plusieurs issues. Soit tout se passe bien et on aura enfin réussi à faire un rassemblement de gilets jaunes dans la joie et la bonne humeur, sans se faire nasser, attaquer, gazer et compagnie. Soit on nous nasse dans le Stade de France, qui reviendrait à nous enfermer dans le Stade de France, on nous attaque et compagnie. Mais dans ce cas-là, le monde entier sortira les pop-corn. Parce que d'ailleurs, Madame Michelle Bachelet, dont le père est mort dans les prisons de Pinochet, ça lui rappellera des souvenirs. Parce que qui enfermait des opposants politiques dans des stades, sinon le régime de Vichy et de Pinochet. Justement, c'est pour ça. Parce que soit ça se passe bien, soit ça se passe mal. Mais dans ce cas-là, la caricature de Macron en Pinochet sera justifiée. J'espère que ça se passerait bien, mais dans tous les cas, on sortira les vainqueurs. J'ai pas trop envie de ressembler aux enfoirés, hein, comme je dis souvent. C'est que derrière les enfoirés, il y a des vrais enfoirés. Ouais. Alors, t'en cites quelques-uns qui sont là, qui nous soutiennent, mais il y en a d'autres. Non, mais justement, c'est ceux-là dont je parle. Ceux qui nous soutiennent vraiment. Il y a certaines causes pour lesquelles ils sont toujours présents. Voilà. La bien-pensance, etc. Mais les gilets jaunes. Quand il s'agit d'agir. Non, mais bien sûr. Ou la non-prise de parole qu'on a pu voir de certains artistes qui considèrent complètement scandaleux. Comme engagés. Et les menaces aussi les menaces aussi qui ont été faites sur les artistes qui voulaient soutenir le mouvement. Donc justement, avant de conclure cette émission, j'aimerais savoir si vous avez des idées d'action à nous proposer ou du moins un mot justement qui vous tient à cœur ou avant justement pour faire passer un message. En termes d'action, de toute façon, ce qu'on demande, c'est plus de pouvoir au peuple, c'est de pouvoir contrôler donc nos élus via le RIC, ce qui est complètement à l'opposé de la feuille de route d'Emmanuel Macron, qui est de transférer toute la souveraineté à Bruxelles. Donc ça va être difficile. Il ne faut pas croire que dans la rue, comme ça, on va être 100 000, on va être 200 000, 300 000, ils vont nous servir sur un plateau, ça va être très difficile. On le voit depuis 18 semaines. Hein. On le voit et c'est pas surprenant. Donc je pense qu'à un moment, il va falloir faire mal au système. Donc, peut-être bloquer l'économie, je sais pas, des raffineries ou faire quelque chose. Parce que défiler gentiment dans la rue, bon, hier c'était moins gentil, bien sûr, mais défiler gentiment dans la rue, ça ne nous a pas amené grand-chose. Et je pense que aussi, en termes pour garder la mobilisation auprès des personnes, etc., il faut aussi évoluer vers d'autres types d'actions. Comme en Algérie où ils ont bloqué la production de pétrole et du coup le pouvoir a vite réagi parce que là-bas c'est vraiment ça bloque le pays en entier. Voilà quoi. Moi je voulais mettre un point sur quelque chose de très important justement où il dit on parle de l'économie et tout. C'est qu'actuellement il y a un groupe, c'est l'opération spéciale coup de poing, donc Gilets jaunes, qui eux effectivement mettent en place la semaine voire même le week-end des blocages donc, économiques où on a déjà bloqué Starbucks, l'aéroport le Charles de Gaulle. Aujourd'hui ça aurait été normalement Apple. Apple ils ont pisté le truc donc ils ont fermé les portes. Et voilà, mais je trouve ça très intéressant parce que on est dans l'endroit, il y a un avocat, il est là pour justement négocier ce qu'on demande. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les avocats qui, Robe Noire et Gilets jaunes, qui nous appuient, et d'ailleurs aussi toutes les personnes qui ont des professions qui peuvent aider le mouvement. Les remercier, notamment Monsieur Deveul, Maître Deveul, et tant d'autres, bien sûr, qui restent un peu dans l'ombre. Donc voilà, je te redonne la parole. Et surtout qu'on fait passer un message, on casse pas. Non mais t'as raison parce qu'en plus c'est vraiment ciblé, c'est vraiment sans ciblé, prendre. Exactement. Quand ils font sur Bayer par exemple, donc qui a racheté Monsanto, c'est ciblé et c'est intelligent. C'est vrai que ça fait de la peine quand on voit des petits commerces qui sont saccagés, ça fait vraiment de la peine. Bien des voitures, ça aussi, des Clio brûlés, la personne qui a garé sa voiture là, ça fait. Depuis le début que j'ai dit qu'on a dit les gilets jaunes qu'on ne devait pas toucher aux petits commerçants parce qu'eux galèrent autant que nous. Bien sûr. Donc voilà, donc après on s'attaquera peut-être à Amazon, Google, j'en sais rien, mais bon, il y a plein d'idées. Il y en a tendance, oui. Donc moi sur aussi quelques petits détails que j'aimerais préciser par rapport au mouvement des gilets jaunes. Donc j'invite aussi tout le monde à se rendre sur le site internet qui a été créé par David Bourgeois. Donc c'est un site entraide-gj.fr. Donc c'est un site qui permet un aspect pratique d'organiser, qui prévient aussi toutes les manifestations. Donc j'invite tous les gilets jaunes qui le souhaitent et qui nous ont écoutés à s'y rendre pour un aspect pratique. Donc voilà. Maintenant, je vais remercier aussi l'équipe du PRTV qui nous a permis ce débat, qui nous a aussi prêté son studio pour débattre. Grand merci, voilà, je précise également que nous ne sommes pas dans une démarche de chanter les louanges de quelques
structure politique qu'il soit, quoi. Notamment, nous partageons des idées avec certains partis politiques, nous les avons exprimées, voilà, sans citer de nom, bien sûr. Donc voilà, il ne faut pas après nous dire que nous sommes ici pour... Faire du prosélytisme. Voilà, bien sûr. Et donc je remercie aussi tous mes camarades, comme je les appelle, mes compatriotes français et autres, de leur attention. Et donc je vais conclure cette émission en vous disant, on ne lâche rien, mes amis. Il faut continuer cette lutte qui est extrêmement juste et justifiée. Gardons la force et l'honneur qu'il y a en chaque gilet jaune. Et voilà, peut-être que vous voulez aussi vous ajouter un mot pour conclure. Là, il y a un Nouna qui vient de me dire qu'il te recrute, c'est bon. Non, c'est bon. Il acceptera pas parce que s'il veut faire carrière, ça va le tuer. Enfin, je veux dire, c'est un truc à se flinguer. Hein. Moi, j'aurais juste un truc à dire. Convergence des luttes. Tous ensemble, que ça soit les étudiants, les retraités, que ça soit les gens qui se battent pour le climat, etc. On doit tous être ensemble, même si on a certains qui ne veulent pas mettre de gilets jaunes parce qu'ils se disent que les gilets jaunes sont violents ou quoi. L'important, c'est de tous ensemble montrer au gouvernement qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire de ce pays. Et qu'on ne les laissera pas faire. Exactement. Surtout qu'on ne les laissera pas faire. Accepter les divergences qu'il peut y avoir entre nous. Bien sûr. Il y a des gens de N'oublions gauche pas. et tout ça, mais vraiment se concentrer sur une chose, le RIC, qui va vraiment bénéficier à tout le monde. C'est l'intérêt général finalement qui va gagner. Donc, N'oublions pas que suite à l'invasion des nazis, enfin la résistance qui avait été mise en place, il y avait des communistes, il y avait des résistants, il y avait ceux qu'on appelait les patriotes. Et même quand quand on a instauré le gouvernement provisoire, il y avait des personnes de tous bords qui se sont assis autour d'une table, comme nous actuellement, qui ont trouvé leur point commun et qui se sont dit on va établir le programme de la France libre. Donc voilà, il faut aujourd'hui se mettre aussi autour de table, discuter ensemble et converger, comme l'a dit Florian. Donc moi, je dirais aussi pour conclure, cette fois-ci, vraiment, le point levé contre la Macronie. Se rassembler, se concentrer sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise. On lâche rien. Bravo. merci. Personne. Amis du net, Hugues, bonjour. Bonjour. Alors, on se retrouve en aparté suite à ce que Anna a dit pendant l'émission des Gilets jaunes numéro 5. Elle a parlé des grenades de désencerclement ainsi que des bombes lacrymogènes. Exact. Et effectivement, on s'est retrouvé en manifestation hier. C'est ça, et on en a mangé pas mal d'ailleurs. Effectivement, on s'est fait gazer. Et je t'ai fait une remarque que je trouvais assez importante. Il se trouve que dans plusieurs manifestations, je me suis fait gazer. Et je trouvais que hier, donc le 16, les gaz étaient archi forts. Je ne sais pas ce que tu en penses. Du coup, tu as pu ramasser un peu les grenades et on va en parler. Bah exactement, on va en parler. Alors effectivement, hier on a pris des gaz qui étaient vraiment assez agressifs. Et c'est vrai que globalement, on a ramassé quelques échantillons sur ce qu'on trouvait par terre pour voir justement les indications qu'on retrouve sur les cartouches. Et on voit effectivement que le gaz qui a été utilisé hier est beaucoup plus agressif. Il y a des numéros sur les grenades. Alors voilà, en fait, grosso modo, c'est le gaz lacrymogène, c'est du gaz 10CS, qui font référence aux initiales des deux chimistes qui ont synthétisé la molécule. Et en fait, jusqu'ici, on avait par exemple, sur ces grenades qui sont fabriquées par Nobel Sécurité, production française, on ne fait pas que des trucs magnifiques. Malheureusement. Jusqu'ici, en fait, on était sur des grenades dites CM, donc 7 pour le nombre de galets qui se retrouvent à l'intérieur. Et maintenant, en fait, l'indication sur la cartouche figure vraiment le MP7. Et en fait, le changement de gaz entre le CM et le MP est vraiment significatif. En fait, donc le MP est plus fort que le gaz CM. MP est beaucoup plus fort, en fait. On va reconnaître une fumée légèrement jaune. plus ocre jaune, un peu, pas tout à fait complètement blanche comme sur le CM. Et surtout, en fait, du coup, le gaz est beaucoup plus agressif. Donc, et là, voilà, tout ça, c'est des grenades qu'on a récupérées hier et on voit systématiquement du MP7. C'était blindé, alors sur les champs, c'était blindé sur la place de l'Étoile, on pouvait à peine marcher, on shootait toujours dans des grenades de désencerclement, ça ressemble à ça. Tous les éborgnés, enfin pas que, tous les éborgnés ont pu, avec la vitesse du tir, ont pu perdre un œil avec ce style de grenade de désencerclement. Je montre. Peut-être on termine un coup sur le lacrymo. Du coup,
c'est vrai qu'hier, il y a eu un usage assez massif de ces gaz. Alors, comme ça a été judicieusement dit pendant le débat Gilets jaunes, là, il y a quand même quelque chose d'assez hallucinant en fait, dans cette utilisation de gaz répétée et massive, parce que ce pas des substances qui sont anodines. Le gaz lacrymogène a été, suite à une convention internationale sur les armes chimiques, interdit d'usage dans un contexte de guerre depuis 1993. Rappelons qu'en Allemagne, ils n'utilisent pas ce genre de... En Allemagne, il n'y a pas d'utilisation de lacrymogène en maintien de l'ordre, parce que justement, la police allemande estime que ça impliquerait nécessairement d'impacter des manifestants qui n'ont commis aucune infraction ou délit. Et donc, de toute façon, la doctrine du maintien de l'ordre en Allemagne est tout à fait différente, en fait. On est vraiment sur un accompagnement et une désescalade, c'est-à-dire essayer d'exfiltrer le plus vite possible des individus peut-être agressifs ou qui voudraient commettre des dégradations pour pouvoir laisser le cortège se dérouler de manière sereine. En France, on tire sur tout le monde. En France, en fait, on a un maintien d'ordre qui est basé sur la gestion de la foule. Donc on va, en fait, simplement, bien souvent, malheureusement, même laisser commettre des dégradations. Ça, on a beaucoup de retours de policiers, notamment, qui nous le disent, en disant on a ordre de ne pas intervenir quand même quand on voit telle ou telle exaction. Et en revanche, par contre, derrière, on va essayer de gérer la foule. Donc du coup, effectivement, on va envoyer du lacrymo de manière assez massive sur tout le monde, sans distinction. Alors, bien évidemment, on va toujours nous dire que c'est un moindre mal comparé aux autres moyens qu'auraient les forces de l'ordre de disperser. Il n'y a pas de contact physique dans le lacrymo. Néanmoins, c'est pas, encore une fois, des substances anodines. Pour quelqu'un qui présenterait des faiblesses au niveau respiratoire comme de l'asthme ou de la bronchite chronique, ça peut même être létal. Encore une fois, c'est pour ça que ça a été d'ailleurs classé comme neurotoxique et arme de guerre interdite dans les conventions internationales. Et c'est vrai que son utilisation contre des populations civiles dans un contexte de maintien de l'ordre sur des simples manifestants pose réellement question. Bien sûr. Et on attend avec impatience l'étude de la commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, justement sur l'usage des grenades et du LBD. L'usage des grenades et des trucs assez incroyables. Et la Zineb qui a pris un tir de grenade à Marseille, tout début du mouvement, en pleine figure, chez elle, en refermant ses... Donc c'était avec Non, c'était avec ça, d'accord. En fait, là, on a donc la version de cette grenade qui contient les palets de lacrymo à l'intérieur, qui est monté en fait sur son propulseur. Ça va permettre d'être lancé avec les espèces de fusils dont disposent les policiers et gendarmes. Donc là, on est sur un propulseur de 100 mètres, donc il y a suffisamment là-dedans de charge détonnante pour envoyer la grenade à plus de 100 mètres. Elle est supposée exploser en vol et libérer ses galets. D'accord. Ce qui s'est passé à Marseille, c'est qu'en fait, elle est arrivée directement dans la figure de Zineb, qui l'a pris en pleine tête. Donc là, un des autres vestiges qu'on a récupéré, donc toujours sur les mêmes lanceurs de 57 mm, donc là c'est pas le même fabricant, on est sur des grenades fabriquées par Alcetex, c'est pas par Nobel. Là on avait encore du gaz CM, donc avec un peu moins prégnant, beaucoup moins agressif, mais globalement la majorité de ce qu'on a ramassé hier, c'est cette version-là avec classé comme arme de guerre. L'ensemble est classé comme arme de guerre de toute façon. Et c'est là où ça pose vraiment plein de questions. Après, on a ces petits galets crantés qu'on voit depuis quelques temps et qui sont en fait adaptés à des lanceurs de 40 mm. Donc grosso modo, ça va permettre par exemple sur les mêmes types de lanceurs de pouvoir utiliser à la fois du LBD ou de la grenade. D'accord. Mais ça c'est pareil, sur ces versions-là crantées, il y a un gaz qui est beaucoup plus dense en fait que sur les CM classiques. J'en ai entendu beaucoup aussi qui disaient qu'on pouvait acheter des munitions, enfin la France achetait des munitions étrangères. Alors est-ce que c'est différent de ça? Alors ça c'est sur les LBD, en fait les lanceurs sont fabriqués en Suisse et en fait la France achète des munitions ailleurs. Et d'ailleurs, les enquêtes qui ont été faites dernièrement ont tendance à démontrer que la munition qui est en cours dans nos forces de maintien de l'ordre sont finalement trop puissantes pour l'arme. La charge de propulsion est trop forte pour ce qu'avait prévu le constructeur. D'ailleurs, on retient ça du fabricant suisse. D'accord. Donc, ce qui explique aussi que les tirs fassent beaucoup de dégâts en fait dans le cadre des manifestations Gilets jaunes, puisque au-delà de l'emploi qui est déjà assez contestable, puisque
LBD est normalement une arme de défense, sauf qu'en fait, elle est utilisée comme la grenade de désencerclement de manière agressive. En fait. Il l'utilise un peu n'importe comment. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de contrôle. Là, et puis, on a quand même des retours assez... Enfin, il y a des statistiques tout simples. Je veux dire, on a peut-être maintenant plus d'une vingtaine de personnes qui ont perdu un œil par des tirs de LBD. Depuis le début des manifestations, sur plus de cette vingtaine, il n'y en a aucune qui était en train de commettre un délit. Donc ça pose vraiment la question de l'emploi de l'arme et du tir. Et en fait, bon, c'est vrai que... Et donc ça c'est l'allumeur, c'est ça? Alors ce qui là, se trouve... non, ça concerne là, c'est la grenade de désencerclement. Vas-y, je te laisse faire un point là-dessus. Je terminais juste là-dessus. Du coup, bien évidemment, bon, là maintenant c'est acquis pour tout le monde, je pense, de ne pas s'avancer pour ramasser des grenades qui peuvent potentiellement exploser. Alors, ça, c'est des grenades lacrymogènes qui n'explosent pas, donc elles peuvent être projetées comme ça par un lanceur, mais elles peuvent être aussi lancées à la main, comme sur ce montage-là, avec une cuillère classique, comme une grenade à plâtre et cette allumeur-là. Là, on est donc sur la même grenade lacrymogène. Elle va être lancée par les forces de l'ordre et diffuser son gaz, notamment par ce petit orifice-là. Ça n'explose pas. Mais les grenades qui ont coûté des mains à bon nombre de manifestants, notamment les Gouli F4, en fait, elles sont pas tellement différentes. C'est-à-dire que l'allumeur va être jaune, la forme du corps de la grenade est un petit peu différente, notamment au bout. Il y a un biseau qui n'est pas exactement pareil. Mais comment distinguer, enfin, je ne sais pas si vous pouvez, dans une même manifestation... Avec la fumée qui est autour, on ne peut pas distinguer... Au-delà de ça, vous pouvez recevoir, ou proche de vous, je sais pas, des dizaines de grenades de ce type-là qui n'explosent pas. Comment faire le distinguo avec celles qui explosent quand on est effectivement tenté pas de la renvoyer vers les forces de l'ordre, mais simplement d'éloigner le gaz irritant de ces personnes quand on ne peut pas fuir. Parce que souvent, ça se passe... Il y a eu des problèmes de grenades explosives ramassées dans des conditions où les gens étaient nassés, ils ne pouvaient pas s'enfuir. Effectivement, le meilleur réflexe, c'est simplement de s'éloigner de la source irritante. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours possible en fait, en manifestation. Ouais. Alors parle-nous un peu, par contre, des grenades de désencerclement. Alors, les grenades de désencerclement, c'est ce qui fait justement un bruit très sourd qu'on entend en manifestation, très fort. Et on en a entendu plein hier. Hier, il y a vraiment eu un usage assez massif. C'était d'ailleurs des fragments comme ceux-là, il y en avait absolument partout. Donc c'est là encore, normalement, c'est une arme qui est considérée comme un moyen de défense qui doit permettre en fait, en dispersant en fait ces galets de caoutchouc, grosso modo, on est sur une grenade qui va exploser, donc dite à effet de souffle. En fait, c'est pour dire qu'il y a de l'explosif dedans, en général de la TNT d'ailleurs. Et la grenade est composée du coup d'un bouchon d'allumage sur lequel va venir une cuillère aussi, comme pour toute grenade à main, qui va en fait allumer une charge qui est contenue à l'intérieur du corps là. Et donc sur cette espèce de gaine en caoutchouc, en fait, viennent se fixer les plots. D'accord. Donc avec 3 rangées de 6. Et avec le chiffre, c'est le nombre de... Alors non, là on est vraiment sur autre chose. Et l'enveloppe externe, c'est en caoutchouc, comme ça, noir, qui va exploser aussi avec la détonation de la grenade. Et donc là, on nous présente ça comme une arme de dispersion ou de non létale, puisque c'est comme pour le LBD, ça lance des galets en caoutchouc. Donc on considère que c'est pas des munitions mortelles. Mais l'explosion d'une grenade de désencerclement projette ces galets à une trentaine de mètres et à 150 mètres secondes. Donc si dans un rayon de 10-15 mètres autour du point d'explosion, un galet comme celui-ci, qui est suffisamment petit pour pénétrer dans un orbite, aura une énergie cinétique suffisante pour crever un œil ou autre. Et le souci aussi de ces grenades-là, c'est que au-delà des galets en caoutchouc, dont en tout cas le fabricant tient à modérer la létalité, eh bien, avec l'explosion de la grenade, sont aussi projetées tout un tas de pièces métalliques, notamment là, sur le bouchon d'allumage, on a des pièces métalliques, mais des fragments de plastique dur, qu'on peut voir... avec la vitesse, je veux dire, ça peut... En fait, avec l'explosion, en fait, on a vraiment des morceaux qui sont saillants et coupants, et ça, c'est tout à fait à même de... Enfin, ça transperce
un jean, ça va pouvoir pénétrer les chairs, ça peut, pourquoi pas, on a des exemples de blessés comme ça, où des ligaments ont été sectionnés en fait par ces éclats-là, et donc ça reste quelque chose d'absolument dangereux, et ce qui est... le pire, c'est que ça sent encore. Hein. Oui, de toute façon... Je te laisserai, t'en profiteras. Non, ça va aller. Un parfum d'intérieur offert par Castaner, ça se refuse pas. Et on se rappelle quand même de la petite phrase de M. Macron, je sais plus, c'était en Belgique, un étudiant était arrivé en lui disant qu'il devrait avoir honte de lancer des grenades sur sa population, et il avait répondu n'importe quoi. Donc là, on en a quand même la preuve. Oui, non, des grenades sont lancées sur la population. Sont vraiment utilisées en France pendant les manifestations. C'est pas des grenades dites offensives de guerre, mais en fait, on n'en est pas loin. C'est-à-dire que globalement, on a remplacé les parties métalliques de la grenade militaire par du caoutchouc, mais encore une fois, ce qui pose problème, en plus du point d'impact, encore une fois, ça dans le visage, ça crée des lésions importantes, c'est toutes les parties du coup dures, toutes les parties métalliques qu'on retrouve sur la grenade et qui vont être projetées également au moment de sa détonation. On a plein d'exemples de blessés comme ça. En plus, il y a une petite particularité sur ces grenades de désencerclement qui ont tendance à créer des plaies un peu purulentes. En fait, ça fait pas juste un bleu ou une plaie. Il y a un truc. J'ai pas la composition exacte. Le fabricant est assez avare de ce genre de données, mais en tout cas, on le constate. En fait, tous les secouristes et urgentistes en fait constatent que ça crée des plaies qui s'infectent. Et là encore, surtout, le problème qu'on a là-dessus, c'est que il y a un vrai danger sur l'utilisation de ces grenades. Et normalement, elle ne devrait pas être utilisée de manière aussi massive dans du maintien de l'ordre. Là encore, on est sur quelque chose qui a été conçu au départ comme étant un moyen de défense. Grenade de désencerclement ou de défense, c'est conçu normalement pour dégager des policiers d'une situation périlleuse. En réalité, en manifestation, elles sont utilisées de manière offensive pour aller, justement, elles sont généralement jetées par exemple avant une charge ou des choses comme ça, et leur emploi sur le terrain ne correspond pas du tout à ce pourquoi elles sont faites. D'ailleurs, normalement, en fait, l'usage de ce type de grenade normalement justifie une déclaration d'usage. Il y a un registre qui est normalement tenu, en fait, sur les suites données à l'usage des armes. Donc il y a une déclaration qui normalement doit être faite pour alimenter un registre et une base statistique pour justement mesurer les conditions d'emploi et les conséquences possibles de l'usage de ces grenades. Donc normalement, tout fonctionnaire de police qui en utilise une doit remplir une fiche qui remonte à la fois au ministère mais aussi à l'IGPN. On se rend compte, en fait, c'est en général, c'est pas fait, ou alors c'est fait a posteriori quand il y a un souci. Là, toutes celles qui ont été utilisées hier, ça m'étonnerait qu'il y ait une fiche pour chacune. Et en fait, on se rend compte de ça, puisque simplement en comparant le nombre de commandes qui sont effectuées pour le réassort auprès du fabricant, c'est des finances publiques, donc on a quand même des données là-dessus, sur au moins le nombre d'unités commandées. On a un rapport à peu près de 1 à 10 en fait, en différentiel entre finalement les traces qu'on a de déclaration d'usage et les commandes de réassort. Donc il y a, voilà, mais encore une fois, ça ne devrait pas être un usage systématique ou offensif. Ça devrait vraiment rester comme un moyen de dégager du personnel en difficulté, mais pas d'attaquer des manifestants comme on a pu le voir hier. C'est vraiment utilisé comme attaque. On a vraiment été attaqué. Il y a eu quand même pas mal de blessés hier, il faut le rappeler. Énormément, ça blesse. Mais après, on verra les questions. Il y a des enquêtes administratives sont ouvertes. Pour le moment, en même temps, depuis le début, on n'a pas eu spécialement de retour sur les suites données. Alors après, ça crée des situations qui sont complexes parce que, encore une fois, on va nous dire d'un côté que l'État a besoin de doter ses forces de l'ordre de moyens de se défendre. Moi, je veux surtout un moyen d'attaquer les manifestants. Macron dit Castaner dit qu'il n'a jamais vu un policier attaquer des manifestants. On en a vu hier. C'est parce qu'il vient pas souvent aux manifestations. Mais notamment sur des street medics. Oui, mais le problème, c'est que ça fait partie d'une stratégie d'escalade, en fait. Le gouvernement fait le choix de la confrontation, en donnant des ordres et des directives aux policiers et gendarmes en ce sens. Finalement, il y a encore une fois un certain laxisme dans
vis-à-vis des groupes de Black Bloc qui vont peut-être commettre certaines dégradations ou de casseurs qui vont eux venir piller des magasins ou casser des vitrines. Finalement, une certaine impunité vis-à-vis de ces groupes-là. On avait pas mal de forces de l'ordre qui nous font des retours comme quoi ils reçoivent ordre de laisser la casse se faire. Alors c'est sûr que ça permet de faire de belles images qui permettront de parler que de ça et de discréditer le mouvement. Mais là encore, s'il faut s'assurer, l'usage de ces armes par les forces de l'ordre doit poser la question de leur hiérarchie et du gouvernement qui leur donne des ordres. Encore une fois, je ne pense pas qu'un policier ou gendarme ait quelconque plaisir à envoyer à mutiler des manifestants, mais le problème c'est que ils font comme nous tous, on manifeste le samedi parce que la semaine on travaille et eux ils ont aussi besoin de garder leur travail parce qu'ils ont certainement une maison à payer, des enfants et autres. Et donc je peux pas jeter la pierre à celui qui l'use de manière démesurée, le problème vient des ordres qui sont donnés en fait. Et d'ailleurs il y a quelque chose qui se fissure. On voit maintenant en manifestation des dissensions entre gendarmes, policiers et leur hiérarchie, même à l'échelle du peloton, du petit groupe d'intervention. Et la vraie question est là-dessus en fait. L'absence de réponse politique aux revendications des Gilets jaunes, comme l'entêtement d'une réponse purement répressive de la part du gouvernement, sont vraiment les responsables tant des dommages matériels qu'il peut y avoir dans les villes qui sont parcourues de manifestations, que de tous les blessés et mutilés, il me semble. En tout cas, merci Hugues pour toutes ces explications. En manifestation, prenez soin de vous. Et si vous voulez, ne ramassez pas ce qui traîne. Voilà, surtout ne pas ramasser ce qui traîne par terre. Ou ce qui tombe à côté de vous. Exactement. Et si vous voulez participer justement au débat des Gilets jaunes sur UPR TV, vous aurez une adresse mail de contact en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Sur ce, on vous remercie et on vous souhaite de passer une excellente fin de journée.